Donc durant la session, vous pourrez vous poser, vos questions. Je vous propose, de les traiter, en fin de session tous ensemble et on va pouvoir donc démarrer ce webinaire. Alors quelles sont les nouveautés, autour d'Orly? Donc, nous allons être, 3 co-animateurs, donc, je dirais principalement nous 3 et donc Martine, qui nous a rejoint en tant que product manager et on aura le témoignage de Yannick Bégaud de la société Hero, sur, le traitement de l'ensemble de ces spécifiques autour de la migration SaaS qu'ils ont réalisé, courant, l'année 2022. On veut faire absolument participer et vous donner des retours d'expérience et toujours de bons conseils et Yannick va nous expliquer tout ça. Donc 3 thèmes, actualité et nouveautés, nos nouveaux clients, les projets qui ont été basculés en production, quelques chiffres, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire lors de ce certain nombre d'événements, que ça soit, il s'agit de Retail Connection, des webinars ou au titre du club utilisateur. Ensuite, on abordera, les sujets métiers, donc avec, ce qui existe aujourd'hui dans, la nouvelle version, donc l'édition 2022 qui va sortir courant mars. On vous donnera également des dates, aussi bien que vous soyez en infrastructure on-premise ou en SaaS, tout ce qui concerne les connecteurs, des web services et un petit peu de légal. Et puis en troisième partie, qui sera l'essentiel de ce webinaire, ce sera le retour d'Hiro sur la migration de ces spécifiques et on vous expliquera comment, pourquoi, enfin surtout Yannick va nous expliquer tout ceci. Donc, concernant l'actualité, donc bienvenue à un centre de société dont vous avez les logos ici qui apparaissent. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des projets qui ont duré pour certains, entre 9 mois et je dirais 2-3 ans pour certains, pour des gros projets. Également des sociétés qui ont basculé en production, hein, donc comme, Obad, Balzac, Bonpoint, Looking for Wild, DKKS, Les Bougies de Charroux et Le Maire. CBK et Kazay, sont en cours de bascule, mais sont des nouveaux clients, courant, année 2022. Ce qui est intéressant également, c'est que CBK et Kazay CBK a été pilote sur le SaaS sur l'édition 2022 et Kazay va démarrer directement en édition 2022. Quelques chiffres, pour vous donner, puisque c'est dans le cadre du sujet de l'actualité et pour démystifier un certain nombre de choses. Quelque chose qu'on a l'habitude de faire avec Martine, c'est de vous indiquer un petit peu l'évolution, des migrations de clients on-prem vers le SaaS. Donc on atteint déjà le seuil, on a quasiment basculé, à 50%, donc sur à peu près 2 ans et demi maintenant. Donc ce qui est une forte progression. L'année 2021 a été très, très forte. 22 est revenu sur un trend assez classique et donc sachez quand même pour ceux qui ne savent pas, qu'on a démarré d'abord sur des petits comptes, donc des sociétés qui faisaient à peu près, moins de 30 utilisateurs et courant 2022, on est allé bien au-delà, enfin même fin 21, début 2022, mais au-delà, donc on a dépassé le seuil des 30 utilisateurs. Aujourd'hui, le plus gros client doit avoir 75 ou 80 utilisateurs dans le SaaS, mais globalement, sur une seule et unique base de données, sur lequel on a ces 48% de clients, on a à peu près 1200 utilisateurs sur une même base, donc ce qui est très important et ce qui prouve d'ailleurs la solidité de l'environnement SaaS qui est autour d'Oracle aujourd'hui. Autre indicateur aussi, alors ça c'est sur une base France, parce que j'ai pas mis l'étranger, donc on a 50% de nos clients qui ont Orly et aussi Y2, il reste quelques CBR encore aujourd'hui. C'est une légère baisse, mais ce qui est logique puisqu'on a signé des clients qui ne sont que dans une activité wholesale ou qui n'ont pas forcément CBRY2 comme outil retail. Je pense notamment aux petits, hein, qui ont très souvent du Shopify POS. Donc c'est logique, mais bon, globalement, c'est une proportion qui est assez stagnante quand même. Côté métier, vous allez avoir 3 indicateurs. Le premier, c'est sur les portails B2B, donc des gens qui ont des solutions de type Le New Black, Jour, SCJ, Gold, etc. Donc des outils du marché principalement français qui ont 50%, c'est-à-dire qu'il reste à peu près 60% qui ne l'ont pas. Alors c'est un petit peu logique puisque certains n'ont pas d'activité wholesale, ils ont une activité retail et Orly sert d'ailleurs de socle référentiel et également d'outil d'achat, voire de logistique.
Mais bon, c'est quelque chose qui est en légère baisse parce que les gens sont plutôt bien équipés. Mais on ressent, moi je pense que ça va repartir à la hausse, puisqu'on ressent un regain d'industrialisation des prises d'ordre terrain ou showroom, voire la mise à disposition des informations au travers de portails B2B. Une tendance aussi qui a bien augmenté en 2021, je pense que il y a un effet Covid ou un effet activité, ou en tout cas les projets, on a senti des projets décalés. C'est concernant le PLM, donc principalement Lectra Gerbert et Centrix. C'est en légère baisse, mais on sent des projets renaître encore. Donc il y a quand même le premier PLM où monte est quand même Excel, ou parfois d'ailleurs une saisie directe dans Orly, tout bêtement. Le niveau est assez bas quand même globalement, mais peut-être, mais j'en ai pas la certitude, peut-être aussi parce qu'on équipe un grand nombre de petites sociétés qui n'ont pas forcément soit les moyens humains, soit les moyens financiers, ou les deux, de pouvoir s'équiper d'outils. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui pousse aujourd'hui sur du grand compte ou des grosses PME. Mais on sent dans les projets ERP un projet PLM qui suit, ou des fois c'est l'inverse, parce que les deux en même temps, c'est assez compliqué. Mais ça prouve l'industrialisation des clients, en tout cas dans le monde du fashion, d'aller vers ces outils-là, mais légère baisse, ou pour la limite, j'aurais pu mettre stagnant. Côté WMS, alors ça c'est l'effet Covid. Il y a plein de sociétés qui sont dotées, parce qu'il y a contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais sociétés qui ont très bien performé courant 2021 et même 22. Hein. Et donc, plutôt que d'avoir un entrepôt piloté en interne, on travaille plutôt avec un logisticien. Et donc, se sont interfacés avec des solutions logistiques sur le marché, principalement le sud de la France, Paris et Lille, un peu aussi du côté de Bordeaux. Donc c'est en légère progression et on aime bien ces indicateurs en fait. Ça permet de voir un petit peu l'activité de nos clients, puis aussi ce qui est nécessaire en termes de, parce qu'on va arriver sur le sujet métier, ce qui est nécessaire en termes de connexion à Orly, où Orly étant un outil central, d'ailleurs comme Y2 aussi, hein, sur certaines activités. Et du coup, on est amené à sentir un petit peu les tendances chez nos clients. Est-ce qu'il y a plutôt de la décentralisation de certaines process métiers, au contraire, un recentrage? On a les deux phénomènes et on est vigilant sur ces indicateurs. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en fin de séance, bien évidemment, ou sur d'autres domaines, hein, parce qu'on n'est pas limité uniquement au portail B2B, au PLM ou WMS. Focus sur sur le SaaS, pardon. Donc, on a démarré le SaaS en exploitation, en production en mai 2020. Hein. Donc, quasiment bientôt 3 ans, 60, un petit peu moins de 60 clients. Là, on a une stat à fin décembre, sur lequel on a porté en 2022, faut le savoir, une migration majeure au mois de juin, et ensuite 2 migrations mineures qui ont lieu avant et après, en mars et en décembre 22. On sera sur le même RIP cette année en 2023. Ce qu'il faut aussi avoir conscience, puisque le SaaS nous a fait grandir Orly, a fait grandir aussi Cégide au sein de Debut Retail, c'est de l'amélioration continue de la plateforme. Donc Martin nous apportera des éléments supplémentaires d'ici 10-15 minutes. Et ça nous a permis, et les gens qui sont on-prem d'ailleurs en ont bénéficié aussi, et vont en bénéficier, c'est la simplification des mises à jour. Je ne sais pas pour certains qui s'en rappellent, mais je me rappelle il y a quelques années, on faisait 4 mises à jour par an. On en faisait 2 majeures, 2 mineures, ce qui pour des petites sociétés comme pour des grandes sociétés, des grands comptes, était difficile à encaisser. Donc le fait d'avoir réduit, ça a aussi simplifié aussi en interne chez nous, et je pense qu'on a gagné en qualité aussi. Donc c'est la simplification des mises à jour, le monitoring des traitements. D'un point de vue technique, c'est la mutualisation des serveurs. Ça c'est évident. On a un grand nombre de serveurs quand même sur le SaaS, ce qui est logique vu le nombre de clients. Et également la connexion de la BI sur Orly, qui était un sujet technico-fonctionnel, honnêtement, et qui nous a permis de simplifier pas mal de choses avec l'outil BI, qu'on appelle la BI Retail. Côté produit et côté offre, pour certains, c'est un rappel, mais pour d'autres qui ne connaissent pas, vous allez être bien informés. Donc aujourd'hui, on maintient 2 éditions, l'édition 2020 et l'édition 2021. Va sortir au mois de mars l'édition 2022. Pour information, vous pouvez les revoir en replay, mais on a fait 2 webinaires qu'on a animés courant 2021 à une semaine d'intervalle, et qui permettent de voir ce qu'il y a dans l'édition 2021. Concernant l'édition 2022, donc elle sort en mars.
Et pour le SaaS, les gens, enfin, on s'en est encore aperçu. Alors, je ne sais pas si nos commerciaux font bien leur travail, quand même globalement oui, mais il y a peut-être encore un manque de communication. C'est qu'il existe deux versions d'Orly dans le SaaS. Donc, ce qu'on appelle l'offre standard, donc qui couvre la gestion commerciale en incluant 10 utilisateurs et en intégrant la totalité des modules métiers et des connecteurs, j'insiste, alors que quand on est en on-premise, les modules et les connecteurs sont commercialisés séparément de la gestion commerciale, donc sales management. Et puis, on est au user, il n'y a pas d'obligation de 10 au départ. Et il existe ce qu'on appelle la version premium, donc qui est la full, et qui, elle, intègre la standard, plus la gestion de la sous-traitance, la gestion de la production. Donc, idem avec des utilisateurs et l'ensemble des modules métiers et des connecteurs et des web services, la totalité de l'application. Donc, c'est une full version, donc une full release, et donc vous bénéficiez de toute l'application. Concernant l'édition 22, pour les gens qui sont dans le SaaS, les dates ont été arrêtées. Donc, il y aura la mise à jour de l'environnement de test pour les 60 clients le 2 avril, donc qui est un week-end. Et ensuite, une bascule en production le 14 mai. Donc, on laisse environ 6 semaines. On a bien vérifié que par rapport aux montées de version du SaaS Y2, ce ne soit pas en même temps. On fait attention aussi également aux événements liés au retail. Wholesale, il n'y en a pas forcément, hein, mais liés au retail. Le Black Friday au mois de novembre, et puis les soldes du mois de juin-juillet. Donc voilà les deux dates qui sont retenues, et l'ensemble des CSM, directeurs de projet, ont l'ensemble des plannings de mise à jour du SaaS sur je crois que c'est les 7 fermes d'Y2 et une ferme sur Orly. On vous rappelle les dates d'arrêt de version. Donc, on a encore quelques clients dans des très, très, très vieilles versions. J'en vois encore, il n'y en a plus beaucoup, heureusement. On a un gros socle qui est en version 16, ce qui est logique puisqu'on changeait d'environnement Oracle. Donc, il y a toute une batterie de clients encore en V15, V16. En France, curieusement, puisque vous savez qu'on distribue au travers de nos partenaires au Maroc et en Tunisie. Et là, curieusement, quasiment tout le Maroc et toute la Tunisie est en édition 20, édition 21, mais il reste encore beaucoup de clients français qui sont encore dans des versions anciennes. Donc vous avez ici les dates de fin de maintenance qui sont ici. Côté métier, je vais laisser la parole à Martine, qui va vous expliquer les nouveautés de l'édition 2002. Alors évidemment, ce sont des sujets principaux. On vous renvoie vers la fiche version qui est donc disponible maintenant sur CJ Live. Je vous rappelle que la totalité de la Doc Online, pardon, pas CJ Live, Doc Online. Donc la totalité de la documentation édition 21 et bientôt édition 22 est disponible sur une URL publique. Si vous ne l'avez pas, je vous la mettrai dans le chat, ou sinon vous ne le savez pas, on vous renverra l'information. Je passe la parole donc à Martine. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver autour de ce webinaire. Donc en termes de principales nouveautés sur l'édition 22, plusieurs petites choses assez intéressantes. Donc dans la première chose qu'on peut citer, c'est une nouvelle possibilité de codifier les articles de manière automatique en se basant sur un compteur qui varie à la société. Donc pour ceux qui sont très connaisseurs de notre application, savaient qu'il y a une option qui permettait de choisir la codification de nos articles, mais rien ne permettait de le faire varier à la société. C'est donc chose faite à présent avec cette nouvelle possibilité qui vous est offerte. Le code société sera le code société de la fiche article sur lequel on va se baser. Deuxième sujet, on vient de rajouter dans les mules de consultation des commandes clients, donc les CD 902 qui vont bien, le poids de la taille de base de l'article ou du produit, suivant si l'un ou l'autre sont renseignés,
Information très intéressante parce qu'elle vous permet de déduire le poids total de votre commande en jouant sur la création de formules dans les mules. Je prends le poids de la taille de base de mon article, je multiplie par la quantité totale des articles présents sur ma ligne de commande. J'obtiens donc le poids de ma ligne de commande et si je peux faire un cumul de tout ça pour avoir le poids total de ma commande et ainsi en déduire un montant estimatif des frais de port. Ce qui peut être assez intéressant quand on a les clients au téléphone ou ce genre de choses. Ensuite, nouveauté qu'on a apportée au niveau de la confirmation de commande. Donc ça concerne les clients qui utilisent des regroupements commerciaux. Pour information, les regroupements commerciaux sont des articles qui regroupent d'autres articles. On va prendre un exemple très simple, ça peut être un costume composé d'une veste et d'un pantalon. Donc la veste existe en tant qu'article individuel, le pantalon existe en tant qu'article individuel, et le regroupement de ces deux existe également en tant qu'article. Dans la confirmation de commande, on a la possibilité maintenant de sortir le détail du regroupement commercial, donc de faire apparaître sur la commande, vous avez commandé un costume qui se compose d'une veste et d'un pantalon, et pour chacun d'entre eux, on peut faire apparaître le code barre. Ensuite, la gestion des articles de PLV. On avait un petit quelque chose qui existait dans l'application, mais qui était une solution basique. On vient de faire quelque chose de beaucoup plus poussé pour vous permettre d'intégrer très facilement des articles de PLV dans des commandes existantes. Donc ça se base sur la notion de commande type. Donc les commandes types, on définit pour un client une certaine division commerciale, certaine nature, des articles présents sur ces commandes-là. Et donc on a une nouvelle fonction au menu qui permet de faire ajouter dans des commandes existantes tous les articles contenus dans cette commande type. Donc en l'occurrence des articles de PLV. Donc cette notion de commande type peut être intégrée à des commandes par commande. Donc toutes les commandes concernées, on le rajoute, ou alors par lieu de livraison par client. Je vous prends l'exemple des Galeries Lafayette, qui ont des corners un peu partout. On veut pouvoir livrer la PLV sur les différents sites de, de mise à disposition des articles, sur les différents sites de vente des articles. Et donc, on peut rajouter de la PLV sur chacun d'entre eux. Ensuite, au niveau des fonctions d'affectation et de désaffectation automatique des commandes clients sur le stock, la fonction ELI 2 pour les adeptes, on vient de rajouter de nouveaux critères. On en avait déjà beaucoup, mais on en a ajouté certains qui vont pouvoir avoir un vrai intérêt. Il s'agit des attributs libres au niveau des en-têtes de commande client. Vous savez sans doute qu'au niveau d'une commande client, on a la possibilité de lui attribuer plusieurs données particulières. Donc des données forme caractère, forme date, forme booléen, que vous paramétrez à loisir comme vous l'entendez, permettant de classifier votre portefeuille de commandes. Et ces critères, aujourd'hui, ont été rajoutés dans la fonction d'affectation pour vous permettre de faire des sélections sur ces critères pour lancer des process d'affectation ou de désaffectation. De plus, au niveau de la désaffectation, on a rajouté les 30 codes statistiques clients, qui étaient une donnée qui était présente en affectation, mais pas en désaffectation. Donc à présent, vous l'avez bien des deux côtés. Ensuite, au niveau de la gestion de production, on a ajouté une fonctionnalité qui permet de bloquer la saisie d'une commande fournisseur si jamais on est incapable d'en calculer le prix d'achat des matières présentes dans la nomenclature de l'article. Alors aujourd'hui, en saisie de commande fournisseur, on avait un blocage qui sortait à la validation de la commande fournisseur. Enfin, je dis blocage, mais c'est pas un blocage, c'est plutôt un warning qui vous informait qu'on n'avait pas de prix d'achat pour les matières un tel, un tel, un tel sur la commande. Mais par contre, ça ne vous empêchait pas d'enregistrer votre commande. Là où ça devenait bloquant, c'est au moment de la réception de cette fameuse commande fournisseur, où là, il y a vraiment un blocage en réception qui vous interdit d'enregistrer la réception des marchandises dès lors que le prix d'achat matière n'est pas présent.
Donc ça, c'est basé bien évidemment sur une option. On n'a pas fait ça trop violemment. Donc c'est une option qui a évolué, qui était existante. C'est l'option CTRL prix H, sur laquelle on a fait évoluer parce que jusqu'à présent, cette option contrôlait la présence d'un prix d'achat, mais elle contrôlait pas que ce prix d'achat allait pouvoir être appliqué dans les conditions de notre commande. Par exemple, un prix d'achat peut être appliqué en fonction d'un minimum ou en fonction d'une date. Et si jamais ces deux critères n'étaient pas vérifiés dans notre commande, eh ben, on n'avait pas de prix d'achat. Donc, on est allé un petit peu plus loin sur ce contrôle-là pour pouvoir anticiper les problèmes futurs, particulièrement dans les échanges avec des WMS où la réception des commandes fournisseurs sont remontées par des passerelles. Donc, c'est un peu dommage de bloquer un flux pour l'absence d'une information. Donc, autant la bloquer dès la création de la commande. Voilà sur les sujets plutôt métiers. Maintenant, si on s'oriente sur des sujets plutôt ouverture vers l'extérieur, donc connecteur ou API, dans les nouveautés concernant le connecteur WMS, on a fait quelques petites modifications sur l'export des packing lists. On a ajouté la possibilité de travailler en annule remplace ou en création gestion du différentiel, pour être très précise. Jusqu'à présent, je crois que c'était uniquement du différentiel. On a rajouté la notion de annuler remplace, à la différence du connecteur B2B qui, lui, fonctionne systématiquement en annuler remplace. Donc, c'est quelque chose qui est amené à généraliser, vous donner la possibilité de travailler dans l'un ou l'autre des modes, justement pour s'adapter au mieux à ce que vos partenaires est capable de traiter derrière. On en a profité également pour ajouter quelques informations complémentaires dans les champs qui étaient mis à disposition dans ce flux-là. Ensuite, toujours dans notre logique de mettre à disposition de plus en plus de web services. Alors, on a fait pas mal de web services orientés gestion stock matière, parce que le contexte s'y prêtait bien. Et le premier qu'on a fait, c'est un web service qui permet de traiter les mouvements de stock matière par élément. Donc, qui correspond à la fonction SM55 dans Orly, hein. Donc, il attend les mêmes informations que celles que vous pouvez saisir dans la fonction. Et il fera le même job, hein. Donc, comme le disait Philippe tout à l'heure, 6 web services vont être mis à disposition avec l'édition 22 et donc ouverts pour tous les clients qui sont dans le SaaS nativement sans acquisition de licence supplémentaire. Attention aux clients on-prem où là, il faudra vous rapprocher de votre commercial pour acquérir la licence si vous en avez besoin. Ensuite, toujours dans les web services, on en a fait un qui permet de rééditer les étiquettes matières suite à une modification de quantité ou suite à l'attribution d'un numéro d'élément, tout simplement. On avait des clients qui voulaient pouvoir relancer automatiquement l'étiquette matière. Donc là, c'est très pratique aussi pour pouvoir enchaîner ces deux traitements. Enfin, toujours web service, là, ça concerne plutôt les inventaires matières par élément. Donc là, c'est un web service qui permet d'importer le comptage des inventaires matières par élément. On descend à ce niveau de finesse. Donc juste pour rappel, on a beaucoup de web services dans Orly qui sont peu connus et pourtant qui font des choses très intéressantes. Moi, je vous encourage vivement à les utiliser. Ça permet d'éviter le transport de fichiers par nos passerelles, donc de simplifier, d'avoir une réelle rapidité. Et il couvre pas mal de choses. Donc là aussi, rapprochez-vous de vos consultants. On les a beaucoup formés ces derniers temps. Ils sont devenus très opérationnels sur le sujet. Donc allez-y, c'est très bluffant sur le fonctionnel. Donc faut pas hésiter. Et enfin, dernier sujet, on a fait une évolution au niveau du légal concernant une norme portugaise pour la démat de facture. Alors là, c'était la norme portugaise. Pour rappel, pour ceux qui l'avaient à l'époque, on avait intégré ça dans l'application Orly, mais on s'est vite aperçu que suivre les évolutions légales pour chaque pays devient vite compliqué. Donc, on a fait le choix de passer par un partenaire. Alors, en l'occurrence, c'est Dicom, mais je dirais presque peu importe qui est en face, hein, parce que ce qui se passe dans Orly, c'est qu'aujourd'hui, on a mis à disposition un export d'une démat de facture.
Voilà. Donc qui est à la norme SAFT parce que, le SAFT portugais, réclame beaucoup d'informations, certainement plus qu'un autre pays, ou voire moins peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, permet de répondre au moins à cette norme-là. Donc si, vous travaillez avec Edigom et que vous avez des factures à générer pour des, clients, portugais en l'occurrence, vous pouvez utiliser ce flux et Edigom est, reconnu, certifié auprès du gouvernement portugais à la différence, de nous, qu'il y étions, mais il y a longtemps. Voilà sur les principales évolutions fonctionnelles. Maintenant, je vais essayer de vous donner un peu de visibilité sur les sujets sur lesquels on est en train de travailler. Donc, c'est du tout frais, tout chaud. Là, on vient de démarrer de gros chantiers. Alors, il y en a plusieurs. On va commencer par la partie technique. Tous les clients dans le SaaS connaissent CGFT. Alors, pour ceux qui ne sont pas adeptes avec cet outil, c'est un outil Cegid qui permet d'assurer le transport des fichiers entre le monde externe et le SaaS. Que ce soit le SaaS Cegid, que ce soit le SaaS Y2, que ce soit le SaaS comptable, peu importe. C'est lui qui est la porte entre le monde extérieur et les outils Cegid. Donc ce petit outil a quand même pas mal de problèmes de stabilité et on a décidé dans la BU Retail de réécrire un outil permettant, de simplifier ces échanges, même si je rappelle, je vous encourage largement à passer par des web services, hein, mais des fois ils n'existent pas, donc on est obligé de faire du fichier plat et du coup cet outil-là qui va être disponible dans une première version dans le cadre des échanges avec Y2, c'est le premier flux qu'on a décidé de traiter. Donc tous les échanges entre Orly et Y2 pourront, d'ici fin d'année, pouvoir passer, par cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle RFE. Voilà, donc si vous entendez parler de RFE, c'est le nouvel outil qui permet de gérer ce flux-là. Alors ensuite, sur la partie authentification, alors là, c'est un sujet dont on parle depuis longtemps. Aujourd'hui, dans Orly, l'authentification se fait par une authentification applicative puisque le user et le mot de passe sont stockés dans la base de données. L'objectif, c'est qu'on ait quelque chose d'un peu plus renforcé à ce niveau-là et qu'on puisse s'appuyer sur vos annuaires internes d'entreprise pour pouvoir authentifier vos utilisateurs. Donc on a beaucoup travaillé sur comment on allait faire autour de ça. Bien évidemment, ça impacte, notre connexion à l'application, donc notre portail, mais également, tout ce qui est web service où là aussi, il faut que je m'authentifie pour pouvoir envoyer un flux. Suite à une grande étude, on a décidé et c'est acté depuis, la semaine dernière, donc c'est vraiment du tout chaud, de réécrire cette partie portail et cette partie, gestion des web services sur, des outils qui gèrent nativement l'OpenID Connect. Alors c'est quoi l'OpenID Connect? C'est juste un moyen de connexion avec des outils d'authentification du marché de manière très facile. Donc on fait la première étape qui est de dire on intègre de l'OpenID Connect dans Orly. Ça nécessite la réécriture du portail, ça nécessite la réécriture du portail de la console des web services, mais c'est pas grave parce qu'on en profite pour assainir pas mal de choses et d'épurer de la dette. Donc ça va vraiment dans le bon sens, c'est une très bonne décision. Et ensuite, on choisira un outil d'authentification. Alors si je fais référence à Y2, l'outil utilisé, c'est Authentication Server. Aujourd'hui, voilà, le but, c'est Authentication Server, on ne se ferme pas les portes pour autant, à voir. Mais nativement, en ayant intégré la fonctionnalité d'OpenID Connect, on pourra se brancher sur Authentication Server ou d'autres outils du marché. Donc ça, le chantier vient de démarrer, hein, là, de lundi, pour tout vous dire. Lundi, on a commencé la réécriture. Ça sera disponible, je pense, sur l'édition 23, je suppose 23 ou si voilà, on redescendra pas en 22, ça c'est certain. Voilà. Ensuite, notre outil de reporting, alors c'est vrai que je le sors régulièrement, mais c'est parce qu'il n'est pas enterré du tout ce sujet-là, bien au contraire, il est en train de ressortir. Donc aujourd'hui, on utilise un outil maison pour sortir nos éditions. On a fait le choix d'un outil du marché qui s'appelle Stimulsoft, ça s'est fait depuis longtemps. On n'a pas encore eu le temps de l'implémenter dans Orly, mais ça risque de se bousculer un peu vite avec la dématérialisation de factures
Donc ça, c'est le projet, 2024 que tout le monde a en tête, parce que ça sera obligatoire après à partir du 1er juillet 2024 que de dématérialiser ces factures. Et cet outil, l'outil StimulSoft que nous avons retenu, permet nativement de faire du FactureX, qui est un des flux utilisés pour certifier ces factures. Donc, il pourrait peut-être nous faire gagner du temps et arriver beaucoup plus vite que ce qu'on avait imaginé. Donc là aussi, c'est un sujet qui avance à grands pas. Bien évidemment, la sécurité, on n'oublie rien, hein. On a des pentests, on fait des pentests sur nos versions et on applique les sujets qui nous sont remontés, on les traite parce que ça y va, ça implique la sécurité de tout le monde, que ce soit vous, clients en on-prem ou nous, nos 60 clients dans le SaaS. Il faut qu'on garantisse une sécurité optimum. Donc ça fait partie des suivis, sur lesquels on est très vigilant. Autre chapitre qu'on va aborder, c'est métiers, nos orientations métiers. J'en parlais tout à l'heure, bien évidemment la démat de Facture France 2024, on n'y échappera pas. Donc il y a déjà des choses qui existent dans Orly, hein, pour tout vous dire, on part complètement pas de zéro. On a déjà des exports de factures dématérialisées qui sont présents dans nos applications. Il me semble que c'est même présent à partir de l'édition 20. Donc si vous êtes dans la dernière version de l'édition 20, vous devez pouvoir l'avoir. C'est pas conditionné par un module, donc c'est livré avec l'application, vous pouvez l'utiliser et ça permet aujourd'hui de sortir une facture dématérialisée qui peut éventuellement être envoyée à un partenaire, Edicom ou autre, peu importe, pour pouvoir certifier ces factures. Donc on part pas de zéro sur ce sujet-là, on ne sait pas jusqu'où on va aller encore. Et on communiquera en tout cas sur les versions qui seront impactées sur ce sujet-là, sur le premier semestre 2023. Donc dans les prochains mois, on sera beaucoup plus précis sur la mise à disposition de cette nouveauté. Ensuite, concernant les métiers, bah, toujours du web service, hein. Bien évidemment, on n'arrête pas notre migration de nos passerelles en web service et je peux déjà vous annoncer que nous allons réécrire des web services qui sont utilisés aujourd'hui dans le connecteur WMS. Pardon, je la refais. Nous allons réécrire des passerelles qui sont utilisées aujourd'hui dans le connecteur WMS en web service. Les fameuses passerelles Passebon et Pasto. Passebon permettant de récupérer tout ce qui est colisage et expédition de commandes clients. Pasto permettant de récupérer tout ce qui est expédition de marchandises, mouvement de stock, etc. C'est les deux passerelles les plus utilisées dans l'application Orly aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est de passer ça en web service pour simplifier les usages et toujours dans une recherche de rapidité d'exécution. Donc ça arrivera sur l'année, ça aussi. On est en plein travail avec un nouveau partenaire, le New Black, enfin un nouveau, pas tant que ça non plus, mais surtout on est en train de faire un template précis pour pouvoir déployer au mieux et le plus rapidement possible. Template qui va être basé sur notre connexion B2B, hein, sur notre connecteur B2B, et qui va permettre d'échanger une multitude d'informations et d'en intégrer dans l'autre sens également. Donc là, on pourra être amené à communiquer sur les flux échangés avec ce partenaire. Enfin, on n'est pas insensible au sujet RSE, green, éco-responsabilité, c'est des sujets d'actualité. On est en train de regarder des partenaires du marché. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui ces sujets sont d'actualité dans vos entreprises respectives. Si vous pouvez me faire passer des partenaires avec qui vous travaillez déjà sur ce sujet-là, je suis intéressée de récupérer les noms. Pour tout vous dire, on a déjà été voir un partenaire qui s'appelle Fairly Made, où c'est très beau, c'est une très belle application. Mais voilà, on en est au stade de on regarde ce qui se passe sur le marché et on n'est pas encore allé bien plus loin. Enfin, plusieurs projets métiers qui vont être disponibles sur l'édition 23. Donc il va y avoir les nomenclatures par saison. Alors tous ceux qui sont membres du club utilisateur se souviennent que c'est un des projets qui a été voté avant le Covid, je crois, si je prends référence au Covid. C'était un très gros projet. Pouvoir de gérer les nomenclatures articles par saison de vente, c'est juste énorme. Donc ça, on l'a terminé.
Il est disponible sur l'édition 23. Bien sûr, pas remonté sur des versions antérieures. Le projet est beaucoup trop titanesque pour qu'on puisse le faire. Donc, on s'est focusé sur l'édition 23. Mais ça y est, il est terminé. Dernier sujet sur lequel on a travaillé, c'est la purge par société. C'est un énorme projet et qui est en plein dans l'actualité. Jusqu'à il y a très peu de temps, pas mal d'entre vous doivent être concernés. Sur une seule base Orly, nos clients géraient plusieurs sociétés différentes. Et puis, l'histoire avançant, des fois, les sociétés se sont séparées, ont été vendues. Et là, il faut être en capacité de rendre des bases qui ne contiennent que les données de la société qui part ou de la société qui reste. Donc, on a réalisé une purge qui permet de supprimer tout ce qui est en lien avec une société précise. Alors, le projet a été rodé par un client, là, c'est tout frais aussi, ça date du week-end dernier qu'il l'a passé. Ça fait voilà, depuis lundi qu'ils ont redémarré et tout se passe plutôt très bien. Donc, ça a été un projet qui date d'1 an. On a travaillé 1 an là-dessus pour arriver à quelque chose d'abouti, mais c'est un projet sensible, donc il faut faire très attention. Ensuite, côté infra, là aussi, on travaille pour suivre les versions de nos partenaires techniques. Donc évidemment, que ce soit en SaaS ou en on-prem, parce qu'on le fait nativement dans l'application et c'est valable pour tout le monde. On va regarder pour migrer sur du Linux 9. Linux 8, ça y est, là, c'est pratiquement terminé. Donc Linux 9, et puis on attend la base de données Oracle, la version 22C, qui doit sortir, qui va sortir, qui est sortie, mais c'est une question de jour dans ce cas-là. Donc dès qu'elle sera disponible sur le marché, on va pouvoir l'implémenter pour pouvoir migrer sur ces dernières versions toutes fraîches. Et concernant nos serveurs d'édition, nous allons migrer sur du Windows 2022. Peut-être 2023 si on est dans le bon timing. On continue notre mise en place de notre outil Splunk. Alors, je le répète tout le temps, mais je vais encore le dire encore une fois. Splunk, c'est un outil de supervision. Alors très utilisé dans le SaaS, mais vous pourriez parfaitement l'utiliser en tant que client on-prem. Alors aujourd'hui, la partie qu'on a terminée, c'est l'exploitation de tous les logs fournis par notre brique technique qui s'appelle Orly Processing Services. Cette brique technique aujourd'hui pilote tout ce qui est traitement d'édition ou génération de fichiers Excel. Donc c'est quelque chose d'assez sensible et il est assez productif de logs, mais pour aller les retrouver, c'est souvent compliqué, puis il faut savoir où chercher. Et Splunk est un outil qu'on peut connecter directement sur ces logs et en sortir des dashboards de suivi. Par exemple, il nous permet de nous dire que tel traitement s'est planté pour telle erreur. Ou tous ces traitements-là se sont plantés avec la même erreur. Et du coup, ça permet une analyse très rapide de ce qui se passe sur notre machine. Est-ce que tout va bien ou est-ce qu'on a des erreurs? Et si oui, quelle est l'erreur qui ressort le plus souvent? Donc ça, c'est amené à couvrir l'ensemble des briques techniques d'Orly, hein, pas seulement la partie édition, mais également peut-être les web services, peut-être les fonctions, etc., etc. Enfin, dernier sujet, si je ne me trompe pas, on améliore notre infra SaaS. Alors là, ça concerne vraiment que nos clients SaaS. Et dernièrement, on a remis en place pas mal de mutualisation au niveau de... Ouh, t'as été violent, Philippe. Mutualisation au niveau de nos serveurs de traitement. Au niveau, le serveur d'édition était déjà bien mutualisé, mais on a amélioré au niveau des serveurs de traitement notamment. Voilà pour cette petite overview de nos travaux en cours qui seront forcément disponibles sur les prochaines versions. Philippe, je te rends la main. Merci Martine. Allez, dernier sujet, retour d'expérience de la société Hero. Donc, je vais laisser la parole à Yannick qui va nous expliquer justement ce qu'il a effectué, réalisé au niveau de l'entreprise pour la migration de l'ensemble de ses spécifiques
et je te laisse la parole, mon cher Yannick. Donc voici les sujets que nous allons aborder. Et est-ce que tu nous entends? Oui, vous Très bien. m'entendez? Oui, très bien. Parfait. Bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Yannick Bégaud, je suis le responsable informatique de la société Hero. Juste pour cadrer un petit peu la société Hero, c'est 81 millions de chiffre d'affaires. On est sur tous les canaux, du wholesale, du retail, du e-shop, du omnicanal, etc., etc. On a à peu près 60 points de vente en propre, un site e-commerce Monde et 60 points de vente en Chine pilotés par notre actionnaire. C'est environ 700 clients wholesale et on est une société de 80 millions de chiffre d'affaires, 300 employés et une douzaine de filiales dans le monde. Deux principales avec des entrepôts logistiques et les autres, c'est des filiales européennes pour gérer nos boutiques. Donc on est une marque de prêt-à-porter, on est une maison de mode créée en 2005 à Paris et on est sur le créneau premium avant luxe. Donc on est sur Early Web depuis 2013, on est en on-premise, j'étais en V16 et donc on a signé le passage en SaaS l'année dernière en mars. Voilà, après sur la timeline un petit peu, on a l'environnement de test SaaS est installé mi-mai et le go live était sur novembre, le 9 novembre. C'est le créneau où il y a le moins d'impact métier. Donc ça, le 9 novembre, on savait, dès qu'on a signé, on savait que ça allait être en novembre, quoi, la migration. Donc voilà. Et pour avoir un ordre d'idée, en parallèle, on mettait aussi en place un PLM, donc j'étais sur les deux sujets en même temps. Donc on peut penser que c'est long, la terme de durée, mais sur la partie Orly, je sais pas, j'ai dû travailler un mois et demi dessus, 2 mois peut-être, mais pas bien plus. Donc sur la partie montée de version, alors après je sais pas si je suis bien à ton slide, Philippe. Tac tac. Bonne attention. Je t'affiche tout, comme ça Ouais. tu. Donc sur la partie montée de version, je savais que on était en V16, je savais que la partie vraiment pure Orly, fonction, etc. J'avais eu des collègues qui m'en avaient parlé, ils n'avaient pas eu de gros soucis sur cette partie montée de version Orly en tant que tel. Moi, ma plus grosse partie, le truc le plus compliqué pour moi, c'était la partie spécifique. Donc j'ai un environnement assez complet où Orly est au milieu. Donc j'ai Y2, on a mis en place un PLM, j'ai un outil B2B Gjour. Euh, voilà, donc j'ai des deux WMS. C'est le même outil, mais ça fait quand même à chaque fois double interface. Donc toutes ces interfaces-là, voilà, tous ces flux-là demandent généralement un spécifique, étant donné que c'est par fichier, donc il faut pouvoir créer les fichiers attendus ou par Orly ou par le prestataire. Donc j'ai pas mal de spécifiques, c'est environ 200 spécifiques à traiter donc pour une migration SaaS. Donc en termes de projet sur cette migration des spécifiques, ça s'est fait en plusieurs étapes. Donc la première, ça a été déjà d'identifier les spécifiques et de les classifier. C'est une étape qui est faite donc avant de signer, parce que il faut quand même savoir si nos spécifiques vont pouvoir vivre dans le SaaS. Donc ça, voilà, c'est une petite étude à faire, ça prend un petit peu de temps. Donc j'ai dû identifier tous les spécifiques que j'avais, c'était environ 200. Et pour vous donner des idées d'un peu qu'est-ce que j'ai en spécifique, c'est des contrôles de données transverses, notamment avec Y2, c'est des fonctions Z, c'est des déclencheurs dans les bases de données, c'est des programmes avant les interfaces, donc pour transformer les fichiers, c'est les maquettes d'édition pour éditer les étiquettes et ouais, pour éditer les étiquettes. Donc une fois que c'est identifié et qu'on nous dit qu'on peut passer en SaaS avec CSP, il va falloir les analyser, poser la question, est-ce que mon spécifique a le droit d'être migré en SaaS ou pas? La grande interdiction, on va dire, c'est la mise à jour de la base de données en direct, hors table ORL, donc les tables en entrée d'interface.
et tables spécifiques. On a le droit on garde nos tables spécifiques, ce qui est obligatoire si on veut du spécifique. Donc, j'avais personnellement des programmes qui mettaient à jour la base de données directement. Donc, bah, ceux-là, j'ai dû complètement revoir la copie. Mais sinon, même des programmes qui étaient passables en SAS, il y a des modifications à apporter pour pour qu'ils respectent les règles du SAS. Donc, les tables doivent être enregistrées dans Orly, etc., etc. Mais un programme d'interface, il n'y a pas eu de gros changements à faire. Un peu de paramétrage dans Orly, mais sur le programme en lui-même, il n'y a pas de gros changements à faire. Donc voilà, cette étude, je l'ai faite avec Martine, donc je lui ai donné quelques exemples déjà avant de commencer, et elle m'a expliqué exactement tout ce qu'il fallait faire pour respecter les règles du SAS. Donc en termes de développement donc, de ces 200 spécifiques environ, hein, en termes de ressources, on n'est pas nombreux à l'IT, on est deux. Donc j'avais donné un bout à mon collaborateur qui est plutôt sur la partie technique mais qui fait un peu de développement. Donc je lui ai donné un peu toute la partie facile. J'avais quelques programmes développés par Jean-François Desvillars que je lui ai laissé et tout le reste c'est moi qui le fais. Donc développement et test. Donc c'est à peu près ce que je disais. Je pense avoir mis à peu près une trentaine de jours ETP pour la partie développement et test unitaire de tous mes SP. Voilà, en termes de méthodologie, bah, vu que j'avais aussi le projet PLM, j'ai essayé de faire le plus pragmatique possible. J'ai voulu absolument éviter un Big Bang au démarrage. En fait, donc tous les SP que je pouvais passer en on-premise en amont, je l'ai fait. Ça veut dire qu'en fait, moi, ma V16, les règles que doivent respecter le SAS, en fait, ma V16 on-premise les respectait aussi. Donc tous les programmes que j'ai pu passer tout de suite dans ma on-premise, je l'ai fait. Comme ça, au moins, quand je passais en SAS le 9 novembre, j'avais le moins possible de spé, le moins possible de surprises. Voilà, puis après, tac, qu'est-ce que nanana, difficulté rencontrée solution. Donc, j'ai pas rencontré beaucoup de difficultés. J'ai toujours réussi à m'en sortir sur la transformation. Après, si j'avais eu plus de temps ou plus de ressources, j'aurais essayé de standardiser mes SP. Vu que j'étais un petit peu seul sur le sujet, bah, j'ai passé mes SP dans le SAS, mais j'ai pas essayé de les remettre en standard pour supprimer les spécifiques. Et je pense que ça peut être une bonne chose à faire. Voilà, moi je suis pas forcément fan de spécifiques, hein, j'ai récolté ce qu'avait fait mon prédécesseur. Si je ne pouvais ne pas en avoir, je serais content de ne pas en avoir. Donc, si c'était à refaire, tu préconiserais de vérifier sur tes 200 spé s'il y a des équivalents, pas sur tout évidemment, mais s'il y a des équivalents dans le standard de l'application. Ouais, c'est ça. Après, Ouais, c'est une problématique de temps. En fait, je l'avais fait, je sais à peu près les spé que j'aurais pu standardiser. J'avais fait une étude avec Xavier Catalo. Mhm. Mais voilà, par faute de temps, je n'ai pas pu le faire, quoi. Mais je pense que c'est un bon moment de le faire. Mm. Le maximum se remettre en standard. Donc ça fait donc depuis le 9 novembre que je suis en SAS. La partie run en SAS, côté utilisateur, il y a pas beaucoup d'impact. Après, je suis passé d'une V16 à une V21, donc bah, forcément, l'ergonomie a beaucoup changé. La barre des menus a beaucoup changé, la gestion des éditions aussi. Bon, à part ça, et la couleur, les utilisateurs s'y retrouvent quand ils ouvrent une saisie de commande, c'est la même fonction, c'est la même disposition, etc. Donc, ils sont pas perdus. Euh, c'est plutôt côté IT qu'il y a des impacts.
Clairement, moi, j'ai été développeur. Donc, en fait, Orly, moi, ça fait 15 ans que je fais du Orly. Ça fait 15 ans que je fais des requêtes SQL dans Orly. Bah, là, il faut arrêter. Clairement, après, voilà, il y a un petit outil qui existe, mais bon, il est assez limité. Et 600, je suppose. C'est l'AS600, ouais, voilà, après, on fait une petite requête limitée à 2000 caractères et après, ça nous sort un fichier Excel. Donc, en termes de maniabilité, c'est pas dément. Donc, côté IT, clairement, ça demande beaucoup plus de temps pour gérer la partie exploitation si on a beaucoup d'interfaces. Si on n'a pas beaucoup d'interfaces ou si on a déjà l'habitude de ne pas faire de requêtes SQL, il y aura pas d'impact, clairement. Pour des petits clients, par exemple, à mon avis, l'impact n'est pas énorme. Pour ceux qui ont un gros historique Orly, je pense que l'impact est significatif. C'est vraiment à prendre en compte. Moi, clairement, en ce moment, j'ai pas encore vraiment stabilisé, je pense. Et je passe peut-être entre 1 et 2 jours à faire de l'exploitation Orly. Avant, quand j'en passais une demi-journée, une semaine qui se passait bien, c'était une demi-journée, quoi. Après, Ok. le deuxième impact, c'est la partie souplesse sur les spécifiques. Bah, toute modification du spécifique maintenant doit être validée par Cegid, envoyée en test, validée après par le client, puis pour passer en prod. Euh, on peut supposer qu'en on-premise, quand on a une petite équipe IT, ça allait beaucoup plus vite. Là maintenant, bah, voilà, faut être un petit peu plus organisé, un peu plus carré, et puis les urgences sont plus compliquées à traiter. Ok. Et le troisième impact, vous en avez parlé sur la roadmap, c'est l'obligation d'utilisation du serveur d'échange de fichiers Cegid. Quand on est on-prem, on peut faire des FTP où bon nous semble. Là, on est obligé de passer par le serveur d'échange Cegid. Et comme vous l'avez dit, c'est pas forcément d'une stabilité exceptionnelle. Et donc, aujourd'hui, on paye un petit peu à chaque fois l'utilisation de ce serveur d'échange, en espérant que en 2023, le nouveau truc que vous développez sera béton. On a bien conscience. Et côté key user, comme IT d'ailleurs, qu'est-ce qui en est ressorti, le fait d'avoir migré d'on-premise vers SaaS? Je sais pas, le sujet de sécurité, tranquillité, je sais pas, indépendamment de la version. Ouais, Qui donc après, moi, de mon côté, alors, j'ai pas vraiment de salle informatique, donc forcément, moi, le moins de serveurs j'ai chez moi, le mieux je me porte. Voilà, OK. mes serveurs, ils étaient dans une salle, dans un couloir, pas forcément climatisé à la poussière, donc j'ai pas les moyens techniques pour assurer un parc de serveurs, donc bah, forcément, moi, c'est vraiment le plus du SaaS pour moi, c'est de pas trop me poser la question des serveurs. Et au final, normalement, de pas me poser la question sur la partie technique, quoi. J'ai pas, voilà. Mmh. Mais, voilà, dans les roadmaps, on vous parlait de Linux, etc. Finalement, nous, quand on est client SaaS, nous, ça nous est égal de qu'est-ce qu'il y a derrière. Nous, Mmh. on veut juste que Orly soit fonctionnel. Aujourd'hui, l'application Orly est full fonctionnelle. J'ai pas eu de problème, je sens pas de ralentissement, on m'a pas me remonter de problème en termes d'utilisation. OK. Voilà, après, ça nous permet de suivre les montées de version. Voilà, nous, on était en V16, donc elle est arrêtée depuis 2020, je crois. C'est ça. Donc on n'avait plus d'évolution. Voilà, on n'avait plus d'évolution depuis 2020, donc ça fait quand même un monde en informatique. Donc ça, c'est quand même aussi le deuxième gros plus de la version SaaS. Et donc en termes d'utilisateurs, voilà, j'ai pas fait vraiment d'études encore depuis la mise en place, mais je n'ai pas eu de mauvaise remontée. Il y a la partie serveur d'échange qui fait que euh, utiliser les fichiers plats, bah forcément ça, on est obligé, on perd un petit peu de réactivité parce que le serveur d'échange ne donne pas le fichier tout de suite, etc., etc. Donc, bah, après, on va attendre il va, je pense que le conseil de Martine de passer par les modes service, c'est certainement la réponse au problème.
mais ça demande de tout réécrire, donc ça demande un petit peu de temps. Très bien. Merci de tes informations, ton partage d'informations sur cette migration. Bon, qui n'était pas simple en première approche, et je pense que tu as dit un mot important tout à l'heure qui était l'analyse en amont, hein, des Ouais. spécifiques. Ah bah Donc, oui, on le fait systématiquement dans le cadre de l'audit SaaS, que ce soit un petit, un moyen, un gros client. En tout cas, il y a une démarche industrielle hein, maintenant qu'on a au sein de Cegid et qui a été complétée par la méthodologie construite par Martine avec toi. ouais. euh, qui d'ailleurs nous a aidé par la suite hein, sur d'autres clients comme Etam, j'ai en tête notamment. Non, mais c'est très, très riche d'enseignements, puis j'espère que ça donnera aux autres sociétés qui sont on-premise. On grandit en marchant, mais c'était vraiment le cas. Et en tout cas, merci de ton témoignage. Avec plaisir. Alors, avant de conclure, il y a deux questions. Donc, il y en a une de ta part, d'ailleurs, Yannick, qui était nomenclature par saison. Est-ce que la passerelle prendra en compte cette évolution? Je vais laisser plutôt la parole à Martine, là, sur ce sujet-là. La passerelle, c'est la passerelle d'intégration des nomenclatures, je suppose? Eh ben oui, bien sûr que c'est bien sûr. On l'a pris en compte à tous les niveaux. La nomenclature par saison, elle impacte effectivement tout Orly, passerelle, web service inclus. Également les échanges avec la SCM, hein, puisqu'on a quand même pas mal de clients qui ont notre module SCM. Et dedans, il y a aussi un impact à ce niveau-là. Donc, on a bien fait du 360. Il y Ok. avait une autre question concernant... Non, tu avais autre chose, Philippe, ou... Ouais, donc il y avait une autre question sur le démat de facture, donc puisqu'elle existe déjà dans certains pays comme l'Italie, et qui va donc arriver en France en 2024 pour les ETI, en 2025 pour les moyennes entreprises, et je rajoute en 2026 pour les toutes petites entreprises. Donc qu'est-ce qui est prévu autour d'Orly? Martine a répondu en grande partie tout à l'heure. Donc en 2024 ce sont les grosses entreprises, et c'est le 1er juillet 24. Donc on est dessus, et c'est pas uniquement au niveau d'Orly, hein, c'est au niveau de l'ensemble du groupe Cegid. Donc c'est pas que la Buritel, c'est l'ensemble des business units qui sont sur le sujet. C'est drivé chez nous par Olivier Quionneau, qui est responsable de l'offre produit, aussi bien pour Orly qu'Y2, UR et Winstore. Donc c'est une vision transverse au sein du groupe, et ensuite c'est redescendu au niveau de chacune des applications. Donc c'est comme disait Martine, on démarre pas tout nu, on a déjà plein de sujets on a des clients qui sont dans le vêtement professionnel qui sont déjà interfacés avec Chorus, donc le portail pour les administrations françaises, mais du coup c'est étendu à l'ensemble des sociétés à partir du 1er juillet 24. Donc c'est dans le viseur. J'ai une autre question donc concernant toi, Yannick. Avez-vous eu un outil BI avant le passage en SaaS qui tapait sur les tables Orly? Et si oui, comment avez-vous fait? C'est quoi, tu peux répéter la question, s'il te plaît? La question c'est est-ce que tu avais un outil BI avant le passage en SaaS? Bah, mon outil BI, aujourd'hui, c'est Cegid BI. D'accord, donc c'est ça, donc ok, c'est Git Donc, BI. bah, après, bah, oui, il a fallu transformer le connecteur, mais voilà. Donc tu Donc, sortais de l'XEC 500, c'est ça? ouais. Donc, Ok, là, c'était du standard. Donc, je suis resté dans le standard. Il a juste fallu que changer la façon de faire, mais la façon de faire, là, c'est juste un peu de paramétrage. Il y a une demi-journée de paramétrage, quoi, de chaque côté. ok. Côté Voilà. Orly, une demi-journée, et côté BI, une demi-journée. Ouais, à peu près, ouais. À peu près. Ok. Alors, je voudrais apporter un petit complément sur ce point-là. Si effectivement vous avez une BI aujourd'hui, vous êtes en on-prem qui attaque la base de données en direct. Alors déjà, c'est pas bien, hein, mais au-delà du fait que ce soit pas bien, comment on fait quand on passe en SaaS? Eh ben, on échange des fichiers. Du coup, la BI tape plus dans une base de données, mais va taper dans des fichiers. Donc, toutes les données qu'aujourd'hui elle récupère en faisant un select dans notre base, il va falloir faire un export d'une manière ou d'une autre. Alors, on a pas mal de programmes standards qui permettent de faire des exports de données. Les mules notamment, hein, qui sont planifiables, donc c'est facile. Et puis, il y en a plein d'autres aussi, des éditions, etc. C'est une démarche qu'on est en train de faire chez pas mal de nos clients SaaS en ce moment, où on réécrit, ou alors on reparamètre plutôt, parce que c'est pas de l'écriture en termes de développement, mais c'est plutôt du paramétrage pour mettre à disposition ces données d'une autre manière. Mais c'est tout à fait faisable. Voilà. Merci Martine. Autre avant-dernière question. Combien d'utilisateurs chez Hiro? Je crois que c'est 55, Ouais, Yannick. c'est 55 utilisateurs hors les web. Ok.
Et puis la dernière, c'est plutôt une précision, oui, le 1er juillet 24, c'est pour la dématérialisation de factures, c'est la réception qui est obligatoire pour toutes les PME. Exact, merci de la précision. Et pour info aussi sur ce sujet-là, pour la réception obligatoire de vos factures fournisseurs, on a une passerelle aujourd'hui qui permet d'intégrer des factures fournisseurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Avant de clore la session, je vous affiche ici les prochains webinars. Il en reste 2, un sur IER et un sur Y2. Non, Y2 il est déjà passé. Pardon. Dernier. Ouais, vous pouvez les voir en replay hein, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai 2025. Pour le replay, vous allez recevoir un lien à l'issue de la session et vous pourrez le regarder et faire partager à vos collaborateurs au sein des entreprises. Donc c'est le but des replays. Vous avez la liste de tous les replays disponibles à l'écran ici. S'il n'y a pas d'autres questions, bah écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très très bonne journée et puis à bientôt lors d'un autre webinar ou d'un CJ de Retail Connection, il en est prévu un l'année prochaine, ou bien au titre du club utilisateur. Je n'ai pas les dates encore en tête, je pense qu'elles ne sont pas encore définies, mais en tout cas, on pourra échanger sur ces sujets. Bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Bien, mais... je trouve. Hein Franchement, on progresse, je pense. Hein. Audrey, on t'écoute.